L'histoire commence dans un monde magique partagé par 9 races. Les dragonautes, les elfes, les onus, les nains, les démons, les elfes noirs, les centaures, les peuples bêtes et les humains. C'est parmi eux qu'un jeune aventurier nommé Light vit le jour, animé par le désir d'offrir une vie meilleure à sa famille. Light fait ses adieux à sa ville natale et part explorer le monde en quête d'argent et de puissance. À son arrivée dans une grande cité, il est bousculé de toutes parts par la foule, mais il continue à chercher la guilde des aventuriers. En y entrant, il se présente à la réceptionniste, qui lui demande s'il souhaite s'inscrire comme nouvel aventurier. Il acquiesce et elle lui explique qu'il commencera au rang le plus bas, le rang F, avant de lui demander s'il possède une capacité spéciale. Light répond qu'il possède une capacité de gacha illimitée, lui permettant de tirer des cartes aléatoires et de les invoquer. Pour preuve, il invoque une fourchette cassée devant elle. La réceptionniste reste bouche bée, embarrassée. Light essaie de justifier que les couverts ne sont pas les seules choses qu'il peut faire apparaître, mais ses prochains tirages ne produisent qu'une série de snacks pourris. Déçu que sa chance le trahisse au pire moment, il baisse la tête, tandis que la réceptionniste confirme qu'il mérite bien ce pathétique rang F. Après avoir reçu sa carte d'aventurier, il lui demande s'il existe des quêtes disponibles. Elle lui indique le tableau des missions. À la simple mention des annonces, Light se sent gêné. La réceptionniste réalise qu'il ne sait pas lire et ressent une profonde tristesse pour son compatriote humain sans éducation. Elle lit donc les annonces à sa place, enthousiasmée à l'idée de lui permettre de gagner enfin un peu d'argent. Light accepte avec joie ces tâches ennuyeuses. Après une journée de dur labeur, il réussit à réunir assez d'argent pour louer une chambre. Cependant, une bande de peuples bêtes l'attaque, le renverse et commence à le harceler. Leur chef ramasse son argent, tandis que Light le supplie d'avoir pitié. Mais le loup, froid et impassible, lui assène un puissant uppercut. Le chef le raille de mendier pour de la petite monnaie, puis s'éloigne avec sa bande en riant. Même la foule ignore Light étendu sur le sol, jusqu'à ce qu'une elfe compatissante vienne l'aider à se relever. Surpris par tous les aventuriers qui l'entourent, Light recule, effrayé. Voyant sa peur, l'elfe le prend dans ses bras pour le réconforter, malgré les moqueries des passants. Ébahi qu'une si belle elfe se soit salie pour lui, Light la regarde l'aider à tenir debout. Les aventuriers se présentent alors comme les membres de la concorde des tribus. Un homme bête nommé Garou explique que chacun d'eux représente l'une des 9 races. L'elfe se présente sous le nom de Sacha. Elle introduit ensuite Drago, Diablo, Oboro, Nano, Sion et Centaure. Avec eux, 8 des 9 races sont réunies. Light comprend alors que la Concorde recherche un représentant de la race humaine pour incarner l'unité de tous les peuples de leur monde. Lorsque Garou tend sa main pour l'inviter, Light reste d'abord stupéfait qu'on ait besoin de lui. Mais, rempli de bonheur, il accepte son invitation. Bientôt, Light se retrouve à explorer un donjon souterrain appelé l'Abysse avec son nouveau groupe. Un énorme ver surgit pour l'attaquer, mais Garou le tranche net avant qu'il ne puisse l'atteindre. Un autre ver surgit dans le dos de Light, et Sacha l'abat d'une flèche. Elle gronde Light pour son imprudence, lui rappelant qu'ils explorent l'un des donjons les plus dangereux du monde. Sacha le prévient qu'il pourrait mourir à tout instant dans un tel endroit. Elle s'assied ensuite pour soigner ses blessures. Constatant son comportement maternel, les autres membres de l'équipe commencent à la taquiner, l'accusant de trop choyer Light. Rouge comme une tomate, Sacha s'empresse de nier tout sentiment amoureux, prétendant qu'elle cherche seulement à protéger un camarade. Mais ses excuses maladroites ne convainquent personne, et plus on l'ignore, plus elle se défend. C'est alors que Drago intervient pour redonner confiance à Light, louant le fait qu'il prépare toujours un excellent thé pour l'équipe. Réconforté, Light reprend courage et le groupe s'enfonce plus profondément dans le donjon. Ils finissent par s'arrêter devant une impasse. Light croit qu'ils vont simplement faire une pause et commence à préparer du thé. Mais Drago l'arrête. Il lui dit qu'ils n'ont pas besoin de thé, car il l'expulse du groupe. Light croit d'abord à une mauvaise plaisanterie, mais Drago répète ses mots avec dureté. Stupéfait, Light demande des explications. Garou lui confirme froidement qu'il est bel et bien exclu. Choqué, Light leur demande pourquoi ils l'abandonnent ainsi. Garou lui répond que leur groupe n'a pas besoin de lui. À ces mots, Sacha le regarde avec dégoût, trouvant sa naïveté pathétique. Même Sion et Nano se mettent à se moquer de lui, tandis que les démons se réjouissent de s'en débarrasser enfin. Light,
bouleversé, leur reproche tant de cruauté après la gentillesse qu'il lui avait montrée plus tôt. C'est alors que Garou révèle la vérité. Cette gentillesse n'était qu'une façade pour l'amener à rejoindre leur équipe. Perdu, Light se demande pourquoi un groupe aussi puissant avait besoin de lui. Drago lui révèle alors la raison. C'est à cause de sa capacité. Il explique qu'ils ont recruté Light dans l'espoir qu'il devienne un maître surpuissant, mais que sa capacité est tout simplement trop nulle. Light réplique que son pouvoir de gacha illimité n'a jamais été utile, et Garou confirme ses paroles. Il se moque de lui en disant qu'il n'est qu'un humain sans talent, et que leur groupe n'a pas besoin d'un tel poids mort, déjà voué à l'échec. Sion s'interroge même sur la raison pour laquelle ses compagnons ont mis autant de temps avant de l'abandonner. Quant à Sacha, elle se sent soulagée. Désormais, elle peut épouser son maître sans risquer de finir aux côtés de ce gamin humain pitoyable. Submergé par toutes ces révélations, Light est pris de vertige. Drago décide alors d'en finir avec lui. Après avoir ordonné à Garou de s'occuper de Light, ce dernier réalise enfin le danger mortel dans lequel il se trouve. Leur regard hostile braqué sur lui, Light comprend que le groupe veut l'exécuter afin d'éviter qu'il ne devienne plus fort un jour et ne cherche à se venger. Garou sort ses griffes et lacère la joue de Light, qui regarde le sang couler le long de son visage. Sous le regard glacial de ses anciens compagnons, Light s'enfuit en hurlant. Garou ricane en affirmant que les monstres de l'abysse feront de lui leur repas. Mais soudain, une flèche lancée par Sacha transperce sa jambe, l'empêchant de fuir. Light s'effondre sous la douleur et Garou savoure sa souffrance. Il s'avance et lui assène un violent coup de pied dans le ventre, le plaquant de nouveau au sol. Puis il commence à le rouer de coups jusqu'à ce que Sacha l'arrête. Elle lui rappelle qu'ils doivent maquiller la disparition de Light en accident. Garou lève alors sa griffe pour donner le coup fatal, et Light, rampant au sol, supplie intérieurement de continuer à vivre. Excité par sa lutte désespérée, Garou se délecte de ce spectacle où le faible tente en vain de survivre. Soudain, la main de Light se pose sur un piège de téléportation. Drago ordonne à Garou de l'achever avant qu'il ne s'active, mais le piège se déclenche à temps, et Light est téléporté hors de leur portée, échappant de justesse à la mort. Lorsqu'il reprend connaissance, il se trouve ailleurs dans le donjon, toujours grièvement blessé. Il pense qu'un simple monstre suffira à l'achever, même s'il parvient à survivre un peu plus longtemps. Le froid mordant de la caverne lui rappelle l'amour de sa famille et les larmes lui montent aux yeux. Il se remémore la gentillesse de la Concorde lors de leur première rencontre et ne comprend pas comment ils ont pu se montrer aussi cruels, songeant à leur visage glacé lorsqu'ils l'avaient mené dans cette impasse. Light se sent rongé par la colère après leur trahison. Il reste confus face à ses maîtres puissants et aux hauts responsables de la Concorde, se demandant comment il a pu être entraîné dans les plans de ces fous. Cette confusion se transforme en fureur et il jure de se venger. Il se redresse, déterminé à tous les abattre. Mais soudain, il ressent un regard glacé dans son dos. En se retournant, il aperçoit une bête orthos malingre de niveau 1, tapie dans l'ombre et le guettant. Light s'interroge. Qu'est-ce qu'un monstre aussi insignifiant fait ici? Puis il réalise, horrifié, que le piège l'a envoyé directement au niveau le plus profond de l'abysse. Alors que la créature s'avance vers lui, Light cherche désespérément une échappatoire. Pris de panique, il commence à activer frénétiquement son pouvoir de gacha illimité, priant pour un miracle. À sa dernière tentative frénétique, un immense cercle magique surgit devant lui. Light reste incrédule, tandis que l'appareil libère une aura démesurée, invoquant une fée antique qui le reconnaît immédiatement comme son maître. Sous ses yeux abasourdis, la mystérieuse fée découpe le monstre en morceaux comme s'il s'agissait d'un simple oignon. Les restes brisés s'effondrent au sol et la fée se pose gracieusement devant lui. D'un simple geste de la main, elle efface toute trace du carnage, puis se tourne vers Light. Elle s'avance vers lui et s'agenouille humblement avant de refermer ses blessures grâce à sa magie. Elle s'excuse d'avoir agi sans sa permission, expliquant qu'elle ne pouvait supporter de le voir souffrir. Light, encore sous le choc, se présente et peine à croire qu'il vient de tirer la fée la plus surpuissante du monde. La fée tombe amoureuse de son prénom et le répète à plusieurs reprises, avant de lui jurer une loyauté absolue. N'osant pas croire à sa chance, Light lui demande son identité. Elle révèle alors être Mei, la servante éternelle, une carte de niveau 9999.
May explique qu'elle est une carte ultra rare, presque légendaire, issue de son gacha. Light, incrédule, proteste que son pouvoir n'a toujours produit que des déchets et qu'il est impossible qu'il ait invoqué une créature aussi puissante. May pense qu'il mérite entièrement de l'avoir et le supplie de l'accepter. En voyant son visage si implorant, Light finit par céder. May le remercie alors avec une gratitude infinie. Elle lui demande ensuite d'examiner sa capacité de gacha, ce qui surprend Light, qui découvre qu'elle possède la compétence d'évaluation. May lui explique que ce n'est là qu'une de ses nombreuses aptitudes, avant de lui demander encore une fois son autorisation. Lorsqu'il accepte, l'œil de May se met à briller tandis qu'elle l'analyse. Découvrant que le gacha le recouvre de couches de protection secrète, May se montre impressionnée par la puissance de cette capacité. Elle lui révèle que si le gacha lui semblait inutile auparavant, c'est parce qu'il se trouvait dans des zones dépourvues de mana. En revanche, dans l'abysse surchargé, le gacha absorbe le mana ambiant et augmente considérablement ses chances d'obtenir une carte rare. Elle détaille ensuite à Light tous les rangs des cartes du gacha illimité, du rang suprême extra et du super ultra rare, jusqu'au niveau normal et à l'erreur. Light, pourtant, reste confus. Il ne comprend toujours pas. May lui explique alors que, à la surface, il n'aurait jamais pu obtenir de bonnes cartes à cause du mana trop rare dans ces régions. Elle le félicite d'avoir su percer le secret de ce pouvoir et d'avoir osé entrer dans l'abysse pour accroître ses chances d'obtenir une carte précieuse. Cependant, May souligne qu'il fut incroyablement dangereux pour lui de s'y aventurer seul, mais Light la détrompe. Il lui révèle qu'il était entré dans l'abysse avec son groupe, avant qu'il ne le trahisse et ne torture son corps. En repensant à leur cruauté et à leurs humiliations, ses yeux s'emplissent de larmes et il raconte son histoire à May, accablée de douleur. Light se souvient de leur moquerie cruelle, de la manière dont ils l'ont rabaissé pour n'être qu'un simple humain pathétique. Il se plaint de leur raillerie blessante, répétant qu'il voulait seulement gagner honnêtement sa vie pour May l'observe tandis qu'il déverse enfin toute sa douleur, complètement brisé par la trahison brutale de son groupe. Finalement, Light tombe à genoux, accablé par la souffrance, jurant qu'il ne pardonnera jamais à ces bêtes cruelles de lui avoir infligé de telles blessures. Il serre la flèche plantée dans sa jambe, les larmes ruisselant sur son visage, et May l'enlace doucement en silence. Dans la chaleur de son étreinte, Light finit par se calmer et ses sanglots s'apaisent. May lui avoue qu'elle ne pourra jamais comprendre toute l'ampleur de son supplice, mais qu'elle mettra toute sa puissance au service d'une seule chose, offrir au Concorde la juste rétribution qu'il mérite. Sous le regard abasourdi de Light, elle jure qu'en un instant, elle alignera tous ses ennemis devant lui. Mais lorsqu'il l'arrête et se relève péniblement, May songe qu'il est bien trop bon pour son propre bien. Elle lui dit de ne pas se montrer si clément, mais Light lui répond qu'il n'a abouti à cette situation que par sa propre faiblesse. Il confie à May qu'il ne veut pas se servir de sa force pour assouvir une vengeance, promettant au contraire de devenir plus puissant et de châtier le Concorde de ses propres mains. Light s'imagine que May n'accordera aucun crédit à de tels idéaux irréalistes. Pourtant, elle lui promet son soutien, sans la moindre hésitation. Après lui avoir affirmé qu'elle croit pleinement en ses capacités, May lui arrache enfin un sourire radieux. Elle lui rend ce sourire, juste avant que Light n'invoque une nouvelle arme surpuissante grâce à son gacha dans l'abysse. Fidèle, May contemple la scène tandis que Light commence à bâtir son empire. Porté par le mana infini de l'abysse, d'immenses cercles magiques se déploient autour de lui, invoquant les ultimes artefacts de sa quête de puissance. 3 années se sont écoulées depuis ce jour fatidique, et désormais, Light règne sur des centaines de servantes dans un immense palais qu'il a lui-même fait construire. Mais, fidèle à sa promesse faite le jour de leur rencontre, demeure toujours à ses côtés. Toutes les servantes semblent éperdument fascinées par lui. Elles l'acclament avec enthousiasme, ravies d'attirer un instant son attention, tandis que May leur rappelle avec fermeté de se comporter convenablement. Light quitte alors le château et se dirige vers le marché local, où chacun le reconnaît immédiatement. Un vendeur l'interpelle pour lui offrir le petit déjeuner, tandis que d'autres lui parlent d'une pénurie de friandises dans le pays. Light leur promet qu'il s'en occupera rapidement, mais May, d'un ton calme, lui assure qu'il n'a pas à se soucier de ces détails.
Elle veillera personnellement à ce que le problème logistique soit réglé au plus vite. En observant la situation, Light comprend qu'il devra créer un nouveau système pour gérer l'approvisionnement, car la population de la région a considérablement augmenté au cours des 3 dernières années. Il demande alors à May où se trouvent ses autres invocations légendaires. May lui répond que Yuki, la dompteuse de bêtes, est actuellement occupée à cartographier les zones proches des donjons et à explorer les forêts pour prévenir tout danger. Light pense à tous les monstres qui rôdent dans ces forêts, mais il sait qu'aucune créature ne pourrait menacer une dompteuse de son calibre. May poursuit en expliquant qu'Ellie, la mage, travaille sans relâche à la création d'un sort spécial conforme au grand plan de Light. Ce dernier se demande si elle parviendra à en maîtriser la complexité, tant les formules qu'il lui a demandées sont ardues. Il s'enquiert ensuite de Naz, la chevalière vampire, experte en combat rapproché mais un peu stupide dans les autres domaines. May lui répond qu'elle lui a confié la garde du château, une tâche simple qui l'empêchera d'utiliser son cerveau vide et de se mettre dans des situations périlleuses. Light, amusé, ne lui en tient pas rigueur. Sa présence apporte une touche de vie et de chaos au palais. À leur retour, ils sont appelés par Jack, le dernier des 4 invocations légendaires, qui demande à Light s'il est prêt pour une nouvelle séance d'entraînement. Mais, un peu irrité, lui rappelle qu'il doit s'adresser à Light en l'appelant « maître ». Mais Jack, fidèle à son caractère rebelle, ignore complètement sa remarque. Light, apaisant, dit à May que ce n'est pas grave. Il considère Jack comme un grand frère et décide d'aller s'entraîner avec lui. Sur le terrain d'entraînement, Light et Jack se tiennent face à face, prêts à s'affronter. En un éclair, Light fonce vers son invocation et lui assène un coup de poing droit dans les abdominaux durs comme la pierre de Jack, le repoussant de plusieurs pas sous la force de l'impact. Jack, loin d'être contrarié, esquisse un sourire satisfait. Il déclare qu'un aventurier ordinaire serait déjà mort d'un tel coup, mais qu'il peut l'encaisser sans problème. Après tout, il est bâti comme un char d'assaut et capable d'absorber des dégâts insensés. Il se retrouve de nouveau au centre du terrain, échangeant des coups puissants qui résonnent dans toute la salle avant de se séparer à nouveau. Light enchaîne ensuite avec une pluie d'attaques rapides, que Jack esquive habilement, ses mouvements témoignant d'une expérience de combat bien supérieure. Pendant ce temps, Naz continue sa ronde dans les couloirs du château, son air vide et insouciant ne la quittant jamais. En la voyant passer, plusieurs servantes la saluent chaleureusement, lui lançant des compliments flatteurs. Elles affirment qu'elles se sentent en sécurité grâce à elle, toujours vigilantes pour protéger le château de toute menace. Flattée, Naz se met à sautiller de joie, exactement la réaction que les servantes espéraient. Profitant de son enthousiasme, elle décide de lui jouer un petit tour. Elle lui suggère d'aller vérifier que la chambre de Light est bien sécurisée pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Naz trouve l'idée géniale et se précipite aussitôt vers la chambre. Mais au moment où elle tente d'ouvrir la porte, May en sort brusquement. Surprise, Naz lui demande ce qu'elle faisait dans la chambre de Light, puisqu'il est censé être à l'entraînement. Rougissant, May bafouille qu'elle était simplement en train de la nettoyer pendant son absence. Naz, méfiante, déclare qu'elle doit inspecter la pièce pour vérifier qu'il n'y a aucun danger. Avant que May ne puisse la retenir, Naz entre et remarque le lit en désordre. D'un ton naïf, elle commente que quelqu'un a dû s'y rouler et sentir les oreillers, puis demande à May si elle a volontairement laissé le lit dans cet état. Sans se démonter, May improvise et répond que c'est sa technique spéciale de préparation de lit, un style unique qu'elle seule maîtrise. Naz, impressionnée, lui demande si elle peut apprendre cette méthode, mais May refuse, expliquant que c'est un secret professionnel qu'elle ne peut pas encore partager. Soudain, Naz se souvient que les servantes lui ont confié un message pour May. Elle sort un parchemin et le lui tend. En le lisant, May découvre que les autres servantes se révoltent contre elle, l'accusant de monopoliser la chambre de Light et de ne jamais les laisser la nettoyer. Gardant son calme, May dit à Naz de ne pas s'en inquiéter, qu'elle s'occupera des servantes elle-même. Puis, avec un petit sourire, elle lui glisse quelques pièces pour acheter son silence. Naz, ravi, accepte sans hésiter et s'éloigne en chantonnant, laissant May soupirer d'exaspération avant de refermer la porte derrière elle. Elle se précipite aussitôt vers le marché, les pièces que May lui a données bien serrées dans sa main. Les étals débordent de mets appétissants, et Naz regarde tout avec des yeux brillants, fruits juteux, pain doré, viande grillée. Mais, après une longue hésitation,
son choix se porte sur de moelleuses crêpes accompagnées d'un grand verre de lait frais. Ravie de sa trouvaille, elle s'élance gaiement vers le château, savourant sa récompense tout en marchant. En arrivant, elle aperçoit Yuki assise sur un balcon, observant l'horizon. Naz l'interpelle joyeusement pour lui demander si elle a terminé son travail dans la forêt. Exaspérée par l'enthousiasme de Naz, Yuki lui montre la carte qu'elle vient tout juste de finir, celle que Mei lui avait demandée, avant d'ajouter qu'elle est simplement revenue la livrer avant de repartir. Naz la félicite bruyamment, puis reprend sa ronde, toute fière d'avoir inspecté le balcon. Un peu plus tard, elle entre dans la salle du trône. Constatant qu'il n'y a personne, elle pousse un cri d'allégresse et se met à hurler à plein poumon, sa voix résonnant contre les murs dorés. Puis, incapable de résister, elle bondit sur le trône lui-même et s'amuse à tripoter les décorations, jusqu'à ce qu'un craquement sec retentisse. L'aile d'une statue d'ange vient de se détacher. Paniquée à l'idée de la réaction de Mei, Naz replace maladroitement la pièce cassée, priant pour que personne ne s'en aperçoive, avant de s'enfuir en courant hors de la salle du trône. Pendant ce temps, au terrain d'entraînement, Light et Jack poursuivent leur affrontement acharné. Jack finit par proposer d'en rester là pour la journée et de se détendre un peu. Ils se dirigent vers les bains, et bientôt, dans la vaste baignoire de marbre, la vapeur s'élève autour d'eux. Jack félicite Light pour sa progression fulgurante, affirmant que la plupart des créatures des donjons ne seraient désormais qu'un jeu d'enfant pour lui. Il ajoute toutefois que certains ennemis, tapis dans l'ombre, attendent la moindre occasion pour le détruire. Le regard de Light se durcit. Il repense à la trahison qu'il a subie 3 ans plus tôt et jure qu'il ne connaîtra pas le repos tant qu'il n'aura pas obtenu vengeance. Dans les appartements de Mei, celle-ci a convoqué 4 servantes, les mêmes qui s'étaient plaintes d'elle. D'un ton glacial, elle relit leurs lettres à voix haute et leur demande ce qu'elles ont dans la tête. Face à elle, les 4 Mei tremblent, incapables de répondre. Elles bafouillent des excuses, prétextant que leur message était une simple marque de soutien, car elles s'inquiétaient de la voir trop fatiguée. Mei les fixe longuement, puis leur ordonne de ne plus se mêler de ses affaires et de se concentrer sur leurs tâches. Elle refuse catégoriquement qu'elles s'approchent de la chambre de Light et leur assigne une punition: nettoyer à la main tout le couloir menant à la salle du trône. Les servantes protestent, expliquant que le couloir est bien trop long, mais Mei leur coupe la parole d'un ton sec, leur disant que cela les occupera pendant qu'elle partira en mission avec Light. Dehors, pendant ce temps, Naz est collée à la vitrine d'une boutique, hypnotisée par quelque chose à l'intérieur. Naz contemplait un gantelet qu'elle rêvait d'acheter, mais sans le moindre sou pour le faire. Alors qu'elle hésitait, elle tomba nez à nez avec Ellie, qui lui demanda ce qu'elle fixait avec autant d'attention. Naz désigna le gantelet du doigt avant de demander à Ellie pourquoi elle était déjà de retour. N'était-elle pas censée superviser la nouvelle construction? Ellie répondit que tout se passait à merveille et qu'elle avait donc décidé de s'accorder une petite pause incognito. Très vite, les 2 jeunes femmes commencèrent à se chamailler pour savoir laquelle était la plus proche de Light et surtout laquelle comptait le plus à ses yeux. Ellie, fière, déclara qu'elle faisait partie du plan de vengeance que Light préparait, contrairement à Naz. Elle ajouta qu'elle avait récemment passé une merveilleuse soirée à partager une tasse de thé avec lui, discutant de leurs progrès, et que la prochaine fois, elle comptait bien organiser un dîner privé. Naz, un peu vexée, répliqua qu'elle aussi aimerait bien boire le thé avec le maître, avant de lancer à Ellie qu'elle était lamentable au corps à corps, et que si jamais elle voulait s'améliorer, elle pouvait toujours venir la voir. Ellie esquissa un sourire et répondit qu'elle n'oublierait pas cette offre, avant de partir, laissant Naz reprendre sa corvée sans intérêt. Pendant ce temps, au château, les 4 servantes complotaient contre Mei. Elles murmuraient que Mei n'était guère meilleure que le petit homme à moustache venu d'Allemagne, et se demandaient si elles devraient la dénoncer à Light. Mais très vite, elles abandonnèrent l'idée. Aucune d'elles n'avait envie d'affronter la colère de Mei. L'une d'elles fit alors remarquer que Light tenait tant à Mei parce qu'elle avait été sa toute première invocation. La servante aux cheveux violets ajouta qu'il avait fallu 2 longs mois à Light avant de réussir à invoquer Yuki, ce qui signifiait que Mei et lui avaient passé 2 mois entiers seuls, dans les cachots. À cette idée, la jalousie s'empara d'elle. Elles se mirent à se rouler par terre, à gémir et à faire des gestes étranges sous l'effet de la frustration. Finalement, elles décidèrent de recourir à la magie vaudou et se mirent à table pour psalmodier « Qu'elle meure »
espérant éliminer May de l'équation. Malheureusement pour elle, May avait tout entendu. Elle entra dans la pièce, les coinçant sur place. Les servantes, prises de panique, se mirent aussitôt à s'excuser, jurant qu'elles n'avaient rien voulu dire, que ce n'était qu'un moment de jalousie passagère. May leur ordonna d'arrêter de se faire des films absurdes. Entre le moment où elle avait été invoquée et celui où Yuki l'avait été, Light n'avait pas eu une seule minute libre. Il passait ses journées à étudier la magie et à s'entraîner à toutes les disciplines martiales possibles. Les servantes, soulagées, poussèrent un soupir. May, elle, avoua qu'elle était revenue parce qu'elle pensait avoir été trop dure avec elle. Mais après ce qu'elle venait d'entendre, elle réalisa qu'en fin de compte, elle avait peut-être été trop clémente. Alors, elle leur ordonne de nettoyer également la salle du trône, puisqu'elles ont manifestement assez de temps libre pour pratiquer la magie vaudou. Les servantes, entièrement à la merci de May, n'ont d'autre choix que d'obéir. Elles astiquent chaque recoin de la salle, silencieuses et prudentes, décidées à ne plus rien dire pour éviter de s'attirer davantage d'ennuis. Mais, en dépoussiérant le trône, l'idiote aux cheveux verts finit par heurter le fragment d'aile d'ange que Naz avait brisé. Le morceau tombe au sol dans un bruit sec. Les servantes se figent, terrifiées, persuadées que c'est leur faute et redoutant ce que May pourrait leur faire. Le lendemain matin, Light entre dans le donjon où Naz, Ellie et Yuki l'attendent déjà. Il les salue d'un ton calme, mais à peine a-t-il ouvert la bouche que Naz et Ellie se remettent à se chamailler. Soudain, une ombre bouge. Un monstre surgit des ténèbres. Light se fige immédiatement. C'est un cerbère infernal. Même s'il sait qu'il est aujourd'hui bien plus fort qu'autrefois, le traumatisme de ce jour-là le hante encore. À la vue de la bête, son sang se glace. Son équipe, en revanche, ne ressent aucune peur. Au contraire, la colère les envahit en voyant le cerbère troubler leur maître. Naz brandit déjà son arme, prête à découper la créature en morceaux. Ellie demande la permission d'exterminer toute l'espèce des cerbères de ce monde, tandis que Yuki, d'un ton presque amusé, se demande si elle pourrait retrouver les portes de l'enfer pour y précipiter ce monstre dans ses tréfonds. Leur simple aura suffi à faire reculer la créature, qui comprend aussitôt qu'elle n'a aucune chance face à de tels êtres. Light, reprenant peu à peu son calme, lève la main pour apaiser ses invocations. Il s'approche du monstre tremblant et lui donne une légère tape, comme pour lui signifier qu'il n'a rien à craindre. Il sait pourtant qu'un simple ordre, même prononcé sur le ton de la plaisanterie, suffirait à ces légendaires servantes pour anéantir jusqu'au dernier des cerbères. Puis, se tournant vers son équipe, il déclare d'une voix assurée « Nous remontons à la surface. Aujourd'hui, notre plan de vengeance commence. » Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, Garou se promène dans une ville d'hommes bêtes, et en tant que héros bête, tout le monde ici le couve d'admiration. En fait, un type au fond va même jusqu'à proposer de vendre sa propre sœur, mais Garou n'est pas intéressé pour le moment. Soudain, il aperçoit un pauvre humain fouillant dans les déchets à la recherche de quelque chose à manger. Et ce gamin n'était absolument pas proche de Garou, mais il décide de faire un détour juste pour jeter l'enfant par terre et lui cracher au visage pour s'amuser. Ensuite, Garou et sa bande de sbires se dirigent vers une pièce privée afin de commencer à le glacer. Au sens figuré, bien sûr. Ils lui disent qu'ils trouvent incroyable qu'il soit passé d'un enfant des bas-fonds bêtes à favori pour devenir le prochain chef. Même le chef actuel du village a reconnu son pouvoir. Alors ils lui demandent comment il a réussi à en arriver là. Garou se vante qu'il se fie simplement à ses instincts pour choisir les meilleurs boulots pour lui, comme celui qu'il a pris il y a 3 ans. Il a été bien payé pour faire semblant de faire partie d'un parti d'unification des races, et tout ce qu'il avait à faire était d'éliminer un humain suspecté d'être un maître. Il n'a jamais vraiment confirmé si Light était mort ou non, mais vu à quel point il était faible, il n'y avait aucun moyen qu'il ait survécu tout seul là-bas, donc il pense qu'il vaut mieux oublier ce gamin. Cependant, un instant plus tard, May entre dans la pièce en demandant après Light. Les sbires de Garou hurlent qu'elle n'a pas le droit de lui parler de cette manière, mais Garou dit que c'est bon, car il aimerait entendre ce qu'elle veut. May explique qu'elle est une servante au service de Lord Light et invente une histoire affirmant que Light est de sang noble et qu'elle l'a cherché partout sur le continent. Garou est sceptique, puisque les personnes qui l'avaient engagé pour cette mission avaient fait une vérification complète sur Light, et Light lui-même n'avait jamais mentionné être noble.
Mais May ressemble définitivement à la servante d'un noble riche. Alors il voit cela comme une bonne occasion de se faire de l'argent. Il lui demande ce qu'elle veut de lui, et May répond qu'elle a récemment découvert que Light serait décédé dans le donjon il y a 3 ans, et qu'elle aimerait que Garou la conduise jusqu'au dernier lieu où il a été vu, afin qu'elle puisse lui rendre hommage. Elle propose même de le payer en or massif pour ce service, mais les instincts de Garou lui signalent que tout cela n'est qu'un piège. Cela semble beaucoup trop louche qu'elle soit prête à payer autant juste pour être conduite dans le donjon, mais comme May semble être une simple humaine, Garou met ses doutes de côté, pensant qu'aucun humain ne pourrait commencer à lui faire. Il accepte de la conduire jusqu'au dernier endroit où Light a été aperçu, mais il précise qu'il ne fait pas cela pour l'argent. Il le fait parce que Light était un bon ami et qu'il veut aider de toutes les manières possibles. May sait que tout ce qu'il vient de dire est un pur mensonge, mais elle doit rester dans son rôle, alors elle le remercie. Et 1 mois plus tard, le groupe se rapproche de l'endroit où Light a disparu. Cependant, Garou n'a aucune intention de respecter réellement les termes de l'accord, et dès qu'ils arrivent, il prévoit d'attaquer May et de la laisser mourir de la même manière que Light. Une fois arrivée sur les lieux, May tombe à genoux, désespérée à l'idée de la détresse que Light a dû ressentir à l'époque. Pendant ce temps, Garou tente de raconter une histoire selon laquelle Light aurait été attaqué par un monstre et serait tombé dans un piège de téléportation avant que quiconque ne puisse le sauver. Mais tandis qu'il parle, plusieurs de ces hommes commencent à bloquer les sorties pour que May ne puisse pas s'échapper lorsqu'ils attaqueront. Ils sont sur le point de se jeter sur elle. Soudain, May dit que si seulement elle avait été avec Light depuis le début, il n'aurait pas été trompé et trahi par de telles vies misérables. Dès qu'il entend cela, Garou panique et recule, car personne à part les autres membres du groupe conquérant et les hauts gradés ne sait ce qui s'est réellement passé ici. Il exige de savoir comment elle a découvert cela et l'accuse d'être une espionne d'une autre race. Mais May se sent insultée par cette déclaration. Elle est et restera toujours une servante dévouée à Lord Light de tout son être, et que Garou suggère qu'elle est autre chose constitue un crime passible de mort. Garou ressent une pression terrifiante venant de May, et même si elle n'est qu'une humaine, ses instincts lui disent de déguerpir immédiatement. Cependant, alors que May était sur le point de perdre son calme et de recouvrir le mur du sang des hommes bêtes, Light apparaît et lui dit de s'arrêter, car Garou est sa proie à gérer. Garou et ses hommes restent stupéfaits. Aucun d'eux n'avait entendu Light arriver. Garou n'en croit pas ses yeux. Il n'avait même pas envisagé la possibilité que Light ait survécu. Light dit simplement qu'il est de retour pour se venger, mais Garou éclate de rire, car il trouve hilarant qu'un humain de niveau 15 comme Light pense être assez fort pour se venger d'un type comme lui, niveau 150. Garou n'a aucune idée de comment Light a réussi à en arriver là, mais il est certain que s'il tue Light et le ramène maintenant, il sera promu chef en un rien de temps. Il accepte de la conduire jusqu'au dernier endroit où Light a été aperçu, mais il précise qu'il ne fait pas cela pour l'argent. Il le fait parce que Light était un bon ami et qu'il veut aider de toutes les manières possibles. Mais sait que tout ce qu'il vient de dire est un pur mensonge. Mais elle doit rester dans son rôle, alors elle le remercie. Et 1 mois plus tard, le groupe se rapproche de l'endroit où Light a disparu. Cependant, Garou n'a aucune intention de respecter réellement les termes de l'accord, et dès qu'ils arrivent, il prévoit d'attaquer May et de la laisser mourir de la même manière que Light. Une fois arrivée sur les lieux, May tombe à genoux, désespérée à l'idée de la détresse que Light a dû ressentir à l'époque. Pendant ce temps, Garou tente de raconter une histoire selon laquelle Light aurait été attaqué par un monstre et serait tombé dans un piège de téléportation avant que quiconque ne puisse le sauver. Mais tandis qu'il parle, plusieurs de ces hommes commencent à bloquer les sorties pour que May ne puisse pas s'échapper lorsqu'ils attaqueront. Ils sont sur le point de se jeter sur elle. Soudain, May dit que si seulement elle avait été avec Light depuis le début, il n'aurait pas été trompé et trahi par de telles vies misérables. Dès qu'il entend cela, Garou panique et recule, car personne à part les autres membres du groupe conquérant et les hauts gradés ne sait ce qui s'est réellement passé ici. Il exige de savoir comment elle a découvert cela et l'accuse d'être une espionne d'une autre race. Mais May se sent insultée par cette déclaration. Elle est et restera toujours une servante dévouée à Lord Light de tout son être, et que Garou suggère qu'elle est autre chose constitue un crime passible de mort. Garou ressent une pression terrifiante venant de May, et même si elle n'est qu'une humaine,
Ses instincts lui disent de déguerpir immédiatement. Cependant, alors que May était sur le point de perdre son calme et de recouvrir le mur du sang des hommes bêtes, Light apparaît et lui dit de s'arrêter, car Garou est sa proie à gérer. Garou et ses hommes restent stupéfaits. Aucun d'eux n'avait entendu Light arriver. Garou n'en croit pas ses yeux. Il n'avait même pas envisagé la possibilité que Light ait survécu. Light dit simplement qu'il est de retour pour se venger, mais Garou éclate de rire, car il trouve hilarant qu'un humain de niveau 15 comme Light pense être assez fort pour se venger d'un type comme lui, niveau 150. Garou n'a aucune idée de comment Light a réussi à en arriver là, mais il est certain que s'il tue Light et le ramène maintenant, il sera promu chef en un rien de temps. Garou est toujours convaincu que Light bluffe, alors il canalise le souffle bestial de son Fenrir et frappe Light avec une énergie suffisante pour dynamiser sa petite forteresse. Cependant, lorsque la poussière retombe, Light est toujours debout, indemne et immobile. Il trouve un peu embarrassant que Garou se soit tant vanté d'une attaque qui n'a à peine eu d'effet. Il trouve aussi étrange que Garou continue d'appeler son invocation un Fenrir, alors qu'elle est à peine assez forte pour être considérée comme un chiot Fenrir. Light sort alors une carte d'invocation et dit qu'il va montrer à Garou à quoi ressemble un vrai Fenrir, juste avant d'invoquer un dieu loup. C'est un Fenrir de niveau 9000, dépassant tout ce que Garou a jamais vu de sa vie, et après que Light lui ordonne de s'occuper de l'invocation de Garou, il souffle simplement dans sa direction. Et le loup de Garou se retrouve soudainement emprisonné dans un bloc de glace. Voir Light sortir ainsi un loup capable de neutraliser son invocation fait enfin réaliser à Garou dans quel mauvais pas il est. Mais Light lui explique que le dieu loup n'était qu'un spectacle, car il aurait pu gérer l'invocation de Garou tout seul s'il l'avait voulu. Pour rendre la différence de puissance absolument claire, Light active son écran de statut pour montrer à Garou qu'il est actuellement niveau 9999. Garou est maintenant terrifié, car il ne savait même pas que les niveaux pouvaient monter si haut, et il commence à penser que Light est un imposteur. Mais peu importe que ce soit le vrai Light ou non, il est certain qu'il va se faire tuer par lui vu la tournure des événements. Il jette ses armes et son orgueil à terre et commence à supplier Light de lui épargner la vie. Il dit qu'il suivait seulement les ordres de son pays et qu'il ne l'aurait jamais trahi autrement. Il lève les yeux, espérant que Light aura pitié. Mais avant que cela ne se produise, Light annonce qu'il a quelques questions pour Garou. Il lui demande d'abord des informations sur les maîtres que ses supérieurs lui avaient demandé de trouver, mais Garou répond qu'il ne sait en réalité rien à leur sujet. Light lui demande alors pourquoi ces mêmes supérieurs ont ordonné à Garou et aux autres de le tuer après avoir confirmé que Light n'était pas un maître. Mais Garou n'a vraiment aucune information. Il s'est contenté d'obéir aux ordres. Light se tourne ensuite vers les autres hommes bêtes et leur demande s'ils savent quelque chose sur les maîtres. Et ils mentent tous, espérant que Light leur épargnera la vie. Mais à l'instant d'après, May les tranche tous en morceaux pour avoir osé proférer de faux mensonges devant Lord Light. Light se tourne ensuite vers Garou et lui annonce qu'il a une dernière question à poser. Mais au cas où il songerait à mentir, il doit savoir que l'œil du jugement de May peut détecter s'il dit la vérité ou non, et il n'aimera pas la suite si elle découvre qu'il a menti. Puisque l'intuition de Garou est si aiguisée, Light lui demande s'il pense qu'il serait possible de gagner une guerre contre les nations de la surface dans son état actuel. Garou avale difficilement sa salive, hésitant, mais finit par avouer à Light que sa force incroyable lui donnerait certes un avantage au début du conflit, mais qu'il finirait par perdre. Il n'est toujours qu'un seul individu, donc remporter une guerre entière contre des nations disposant d'innombrables soldats, d'armes et d'objets serait pratiquement impossible. Garou pense que Light va être contrarié par cette réponse, mais Light sent que Garou dit la vérité, et s'y attendait déjà. Cependant, il déclare vouloir montrer quelque chose à Garou. Il sort une carte de téléportation et transporte Garou et May dans la salle du trône. Garou se couvre la tête, terrifié, car il ignore ce que Light lui réserve. Mais lorsqu'il rouvre les yeux, il reste sans voix en voyant l'armée de Light dans toute sa splendeur. Light s'avance vers son trône et une fois arrivé, il ordonne à tous ses subordonnés d'afficher leur niveau pour que Garou comprenne toute l'étendue de leur puissance. À l'horreur de Garou, il découvre que la plupart des soldats de l'armée de Light sont au-dessus du niveau 5000 et que même les plus faibles sont encore au niveau 1500. Maintenant que Garou a vu la véritable force militaire en face de lui,
Light lui demande s'il serait possible de gagner une guerre contre la surface avec une armée pareille, et l'expression sur son visage en dit long. Une fois convaincu qu'il peut gagner, Light annonce qu'il va pardonner à Garou pour toute la douleur qu'il a infligée autrefois. Sauf que non. Light dit en réalité qu'il va infliger à Garou des souffrances constantes qui le feront supplier la mort. Et Garou sait qu'il ne peut rien y faire, car à ce stade, Light pourrait tout aussi bien être un dieu de la destruction. Quelques mois s'écoulèrent avant que Light ne sorte enfin des abysses des cachots. Accompagné de son groupe, il décida de retourner dans son ancien village, animé par l'espoir de montrer à sa famille qu'il était devenu assez fort pour subvenir à leurs besoins et les protéger à jamais. Mais lorsque ses pas foulèrent enfin la terre de son enfance, la joie et la nostalgie qui illuminèrent ses yeux se changèrent en un effroi glacé. Devant lui, son village n'était plus qu'un champ de ruines et de cendres. Incapable d'en croire ses yeux, Light se mit à courir à travers les décombres, trébuchant sur le sol ravagé avant de s'effondrer, anéanti. Ses compagnons se précipitèrent pour le réconforter, lui promettant qu'ils vengeraient ce carnage. Une lueur d'espoir persistait néanmoins. Parmi les corps des villageois massacrés, aucun ne portait le visage de sa famille. Peut-être avait-il réussi à fuir, peut-être se cachait-il encore quelque part dans le pays. 2 semaines passèrent. Light revint sur les lieux, cette fois décidé à examiner les restes du village avec un esprit apaisé. Lors de sa première visite, la douleur l'avait aveuglé et il craignait d'avoir manqué des indices sur le sort de ses proches. Cette fois, il était accompagné d'un chevalier en armure nommé Gold et d'une assassine aux cheveux gris, Nem. Le spectacle du village dévasté fit de nouveau trembler son cœur, mais il garda son calme. Avec l'aide de ses compagnons, il érigea des tombes pour les morts et déposa des fleurs sur chacune d'elles. Tout en observant le travail accompli, il comprit que la destruction portait la marque d'un groupe d'aventuriers d'une autre race. Perdu dans ses pensées, Light fut tiré de sa torpeur par Gold, qui se plaignait du temps perdu, craignant qu'ils ne doivent passer la nuit à la Belle Étoile. Non. Irrité, le réprimanda. Light était en deuil. Il avait besoin de temps. Gold répondit d'une voix grave qu'il suivrait Light jusqu'au sommet des montagnes glacées ou jusque dans les enfers les plus profonds, mais qu'il voulait s'assurer qu'il puisse se reposer dignement. Nem ne trouva rien à répondre à cela. Leur petite querelle, curieusement, fit naître un sourire sur le visage de Light. Il se releva et leur demanda de se calmer. Il allait bien, affirma-t-il. Il proposa ensuite qu'ils cherchent un abri pour la nuit, mais qu'ils récoltent d'abord davantage d'informations. Le groupe savait qu'il possédait la force nécessaire pour affronter le monde entier, mais Light insista sur la prudence. Il ne fallait pas se précipiter dans une guerre ouverte. Gold acquiesça. Selon lui, pour remporter une guerre sans chaos, il fallait connaître son ennemi aussi bien que soi-même. Light hocha la tête. Avant toute chose, il devait comprendre la puissance et les faiblesses de chaque nation. Et, parallèlement à cela, Light commence à soupçonner que le raid contre son village pourrait être lié au fait qu'il soit un maestro potentiel. L'idée que la société secrète, celle qui jadis avait prononcé sa condamnation à mort, ait pu aller jusqu'à massacrer tous les habitants de son village, le remplit d'une colère brûlante. Il jure alors de réduire le monde entier en cendres s'il le faut, afin d'éradiquer tout le mal qu'il contient. Nem est saisi d'effroi en ressentant l'aura terrifiante qui émane de lui. Mais Gold intervient rapidement pour le calmer, lui rappelant qu'il doit maîtriser sa rage tant qu'il se trouve encore en territoire civilisé. Ils ne peuvent pas se permettre de déclencher un bain de sang, pas encore. Ces paroles ramènent Light à la réalité. Il respire profondément, retrouve son calme, puis sort de sa poche un petit masque noir à l'allure sinistre, prêt à l'enfiler avant d'entrer dans la ville. Ils s'envolent alors en direction de Daguz, la grande cité. En chemin, Nem lui demande ce qu'il compte faire une fois arrivé là-bas. Light explique qu'ils devront rester discrets au début, pour ne pas éveiller les soupçons du Concorde des 12, puis s'inscrire à la guilde des aventuriers. Une fois enregistrés, ils devront élever leur rang le plus rapidement possible. Plus leur réputation grandira, plus ils obtiendront d'informations, soit de la part de ceux qui demanderont leur aide, soit de ceux qui chercheront à s'attirer leur faveur et leur protection. Gold trouve le plan excellent, mais suggère qu'ils devraient marcher à partir d'ici, car voler jusqu'à la ville attirerait trop l'attention. Light acquiesce et ils redescendent sur la terre ferme pour continuer à pied. Alors qu'ils traversent la forêt, des cris retentissent au loin.
Ils s'approchent et découvrent un groupe de nains encerclant un homme et sa jeune fille. Les brigands s'apprêtent à les dépouiller, mais, apercevant l'armure étincelante de Gold, ils ordonnent au trio de sortir de leur cachette. Light, d'un ton glacial, donne alors l'ordre à ses compagnons de s'occuper de ces petites créatures. Nem agit à une vitesse foudroyante. En un clin d'œil, les nains sont neutralisés, ligotés au milieu du sentier, incapables de comprendre ce qu'il vient de se passer. Reconnaissant, l'homme secouru leur propose de les conduire jusqu'à la ville de Dagus. Sa fille, les yeux brillants d'admiration, confie qu'elle n'a jamais vu un humain vaincre un nain au combat. Son père acquiesce, soulignant qu'une telle prouesse est rare parmi les hommes. Curieux, il demande alors à Light s'ils sont une fameuse équipe d'aventuriers. Mais Light répond simplement, avec franchise, qu'ils ne sont même pas encore enregistrés à la guilde, ce qui laisse le père et la fille bouche bée. Malgré tout, l'homme lui assure qu'il est venu au meilleur endroit s'il souhaite fonder un nouveau groupe d'aventuriers. Comme la ville de Dagas est construite à la frontière du royaume des nains, elle-même reliée aux royaumes humains et elfes, cela crée une région regorgeant de donjons et d'aventuriers de toutes sortes. Cette diversité engendre autant de conflits que de commerces prospères. La ville est très populaire auprès des humains, même si ces derniers sont souvent victimes de discrimination dans bien des endroits. C'est pourquoi l'homme, nommé colonel, explique qu'il tient une auberge où toutes les races sont traitées avec le même respect. Light et son groupe descendent de la charrette à l'entrée de la ville et remercient Colonel, qui les invite chaleureusement à venir loger chez lui s'ils décident de passer la nuit. Une fois à l'intérieur de Dagas, ils sont éblouis par l'agitation et le faste des lieux. Des boutiques à chaque coin de rue vendent armes et armures, tandis que les forges illuminent les allées où des nains façonnent épées et boucliers. Après avoir admiré la splendeur de la cité, ils se dirigent vers la guilde des aventuriers, un vaste hall bondé de monde où des groupes se rassemblent autour des panneaux de quête. Light remarque qu'il y a également de nombreux aventuriers humains, mais la discrimination reste palpable. Les autres races passent toujours en priorité. Ignorant pour l'instant cette injustice, Light s'avance jusqu'au comptoir d'inscription. Le groupe reçoit le rang F. Furieuse, Nem s'emporte contre la réceptionniste et la prévient qu'elle ferait mieux de corriger son attitude si elle ne veut pas que quelqu'un d'autre s'en charge pour elle. Elle exige qu'on revoie le classement, affirmant que Light est bien trop puissant et mérite au minimum le rang S. Mais la réceptionniste, indifférente, lui répond sèchement d'accepter le rang attribué et de dégager son humaine malodorante du comptoir. Avant que Nem ne réplique, Light l'arrête et s'excuse poliment auprès de la femme avant d'accepter le rang et de quitter les lieux avec calme. Dehors, Nem s'excuse à son tour auprès de Light, convaincu d'avoir tout gâché. Mais il la rassure et l'invite à se calmer avant d'emmener le groupe à l'auberge de Colonel. Ce dernier les accueille avec un grand sourire et leur demande ce qu'il peut faire pour eux. Light lui confie alors une requête inhabituelle. Il souhaite louer tout l'étage supérieur de l'auberge pour un mois complet, période durant laquelle personne, pas même le personnel, ne devra y accéder. Il s'excuse d'avance pour les désagréments que cela pourrait causer, mais affirme que c'est essentiel. Puis il sort un sac rempli de pièces d'or et le tend à Colonel en guise de paiement. Que ce dernier refuse. Le colonel affirma qu'il ne pourrait jamais accepter d'argent venant de quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. Mais Light insista fermement et le vieil homme finit par céder, acceptant finalement la bourse d'or avec un sourire résigné. Une fois monté à l'étage supérieur, Light dressa plusieurs barrières magiques afin de se protéger des regards indiscrets. Il retira ensuite son masque et sa cape, laissant enfin son visage respirer. Alors qu'il se détendait, Nem lui rappela doucement qu'il aurait dû rester en arrière et les laisser, elle et Gold, s'occuper de récolter les informations nécessaires. Même si Light était incroyablement puissant, dit-elle, on n'était jamais trop prudent. Mais ces paroles semblèrent allumer une flamme sombre en lui. Light se leva brusquement, ses yeux brillants d'une lueur glaciale, et demanda d'une voix chargée de colère. « Veux-tu m'empêcher de me venger? De rendre justice à ceux qui ont détruit mon village et massacré ma famille ?» Aussitôt, cette même aura mortelle, faite de haine et de destruction, emplit la pièce. Tremblante, Nem tomba à genoux, implorant son pardon, répétant qu'elle n'avait jamais voulu l'offenser. Peu à peu, Light retrouva son calme. Il s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule et s'excusa à son tour, reconnaissant qu'elle ne cherchait qu'à le protéger. Le lendemain matin, ils se préparèrent à explorer les donjons.
Habillés pour le combat, ils rejoignirent la longue file d'aventuriers menant aux portes principales. Alors qu'ils attendaient leur tour, 3 silhouettes encapuchonnées se frayèrent un passage en coupant la file devant un groupe de jeunes aventuriers humains. Rien que par leur assurance, Light comprit immédiatement qu'ils appartenaient à une autre race. Tandis que la majorité des humains baissèrent la tête, craignant de provoquer un conflit, Light se redressa et lança calmement. « Remettez-vous à votre place, comme tout le monde !» L'un des hommes encapuchonnés se retourna, furieux et stupéfait qu'un simple humain ose lui adresser la parole. Light continua d'une voix posée. « Si vous appartenez à une famille noble, je suppose que vous ne souhaitez pas créer un scandale ici. » Mais l'autre ne l'entendait pas ainsi. Pris d'un accès de rage, il porta la main à son arme. Heureusement, son compagnon intervint et le retint, et le trio finit par se retirer. Avant de s'éloigner, l'homme lança cependant d'un ton venimeux. « Ce n'est pas terminé !» Les humains alentour se mirent à acclamer Light, admirant son courage. Certains affirmèrent qu'eux-mêmes n'auraient jamais eu la force de parler à des aventuriers d'autres races. Les jeunes aventuriers devant lui, impressionnés, lui demandèrent pourquoi son groupe n'avait pas apporté de provisions. Ils expliquèrent que le donjon était immense et que l'exploration pouvait durer plusieurs jours. La plupart des aventuriers emportèrent donc de quoi camper. Peu après, ils franchirent les portes et entrèrent dans le donjon. Un monde souterrain vivant, grouillant de créatures étranges et de monstres. Une fois sûr qu'il n'y avait plus personne aux alentours pour les observer, Light leva la main, prêt à révéler le véritable pouvoir de son équipe. Light utilisa sa magie de dissimulation, puis invoqua un sort de vol, permettant à son groupe de traverser le donjon sans attirer la moindre attention. Pendant ce temps, au cœur de la jungle, l'un des hommes encapuchonnés retira sa cape. Toujours furieux que ce misérable humain ait osé lui manquer de respect, il dégaina l'énorme épée accrochée à son dos, criant son nom avec rage. Kaido, le plus jeune elfe jamais admis parmi les chevaliers blancs d'élite, porteur du sang du maître lui-même. Dévoré par la colère, il se mit à massacrer les orques autour de lui, transperçant leurs têtes les unes après les autres. À ses côtés, le sombre elfe nommé Yoon tenta de le calmer, mais Kaido resta hors de lui, frustré par le fait qu'il ne puisse plus augmenter son niveau, bloqué à 1500. Il expliqua que tout elfe ordinaire atteignait au mieux le niveau 700, mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Il jura de surpasser cette limite, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, au 3e étage du donjon, Light et son équipe avaient déjà tout nettoyé. Ils décidèrent d'en rester là pour la journée et de récupérer toutes les gemmes magiques, preuve de leur réussite. Une fois le butin rassemblé, ils reprirent le chemin du retour vers la surface. En observant la beauté du donjon, ils réalisèrent que sans la capacité de voler, il leur aurait fallu des heures pour passer d'un étage à l'autre. Grâce à leurs talents combinés, ils pouvaient en explorer plusieurs en une seule journée. Sur le chemin du retour, ils aperçurent un groupe de jeunes aventuriers affrontant une bande de gobelins. Light choisit d'observer un moment, admirant leur travail d'équipe efficace, jusqu'à ce qu'il remarque un serpent des buissons prêt à mordre la mage à l'arrière. Sans hésiter, Light plongea et abattit la bête d'un seul geste. Puis, il conseilla calmement les jeunes aventuriers. « Ne vous focalisez pas uniquement sur l'ennemi devant vous. Gardez toujours un œil sur votre environnement. » Reconnaissant, les jeunes le remercièrent pour son aide. Mais à peine eurent-ils le temps de souffler qu'une meute de loups surgit de la forêt. Les aventuriers, pris de panique, se préparèrent à fuir, jusqu'à ce qu'ils remarquent que les loups ne les attaquaient pas. Au lieu de cela, les bêtes prirent la fuite, comme si elles fuyaient quelque chose de bien plus terrible. Le mystère fut rapidement résolu lorsqu'un mante géant émergea des arbres, son corps d'acier prêt à broyer tout ce qui se trouvait sur son passage. Face à la créature monstrueuse, un seul homme se dressa, Light, calme et déterminé, bouclier vivant entre la mort et ses jeunes aventuriers terrifiés. Alors que les enfants se préparent à fuir devant le monstre, Light leur demande s'il peut simplement le chasser pour lui-même. Nimumu remarque que la mante est de niveau 500, et les enfants demandent à leur groupe de partir, pensant qu'elle est bien trop puissante pour eux. Bientôt, la mante charge dans leur direction, et Gold prend la tête pour bloquer son attaque. Après quelques échanges de coups, Gold réalise que ce n'est pas un ennemi à sous-estimer. Light lance alors un sort de flèche de feu contre elle, mais la créature dévie le projectile grâce à sa puissante faux.
Observant le combat, le chef des enfants demande à sa mage, Mia, d'intervenir, mais celle-ci reste figée, fascinée par Light, qui a lancé son sort sans incantation. Il lui dit de se concentrer sur leur aide, mais Gold les rassure, affirmant qu'il s'en sortira très bien. Il se prépare à riposter. Il dit aux enfants d'observer attentivement, car il va combiner attaque et défense pour vaincre la menthe. Comme pour répondre à ces mots, la menthe l'attaque de nouveau, donnant ainsi le coup d'envoi du combat. Gold bloque aisément le coup avec son bouclier, et la force du rebond brise la faux du monstre. Profitant de sa stupeur, il se précipite pour lui trancher une patte. Ensuite, Light décide que c'est à son tour de briller. Il libère une pluie de flèches de feu dirigées vers la menthe. Tandis qu'elle tente de les dévier, les flèches se courbent et esquivent ses faux, se plantant dans son dos. Mia observe, bouche bée, tandis que Light contrôle plus de 30 flèches traçantes, les rassemblant pour anéantir la menthe. Submergé, le monstre tente de fuir pour se protéger. Cependant, Light l'arrête avec un mur de flammes, forçant la menthe à sauter au-dessus du feu pour s'envoler. C'est alors que Nememu bondit après elle, atteignant sans difficulté une hauteur supérieure. Armée de ses dagues, elle la tranche d'un seul coup, réduisant la créature en morceaux. Fière de son exploit, Nememu affiche un air triomphant, mais Gold se moque d'elle, lui reprochant de se comporter comme une enfant. Furieuse, elle réplique, jusqu'à ce qu'il lui rappelle qu'elle a détruit tous les matériaux précieux du monstre. La réalisation la plonge aussitôt dans la panique, tandis que les enfants regardent, stupéfaits, se demandant quelle puissance possède l'équipe de Light pour vaincre aussi facilement une bête aussi redoutable. Après que Nememu s'est excusé auprès de Light pour son erreur, les enfants fouillent les restes de la menthe et découvrent un joyau de monstre parfaitement intact. Gold félicite leur chance, heureux que le coup téméraire de Nimoumu n'ait pas brisé le précieux matériau. En voyant le noyau du monstre, Light pense que ce sera une preuve suffisante à soumettre à la guilde pour faire monter leur rang. Pendant ce temps, les enfants demandent à Light s'ils font partie d'un groupe cherchant à augmenter son niveau. Cependant, Light leur répond qu'ils sont en réalité de rang F, ce qui plonge tout le groupe dans une véritable crise existentielle. Peu après, Mia crée une énorme bulle d'eau grâce à sa magie pour aider l'équipe de Light à se nettoyer. Gold lui dit que son armure brille toujours d'un éclat incomparable, tandis que Light s'avance pour se laver les mains. Il invite ensuite les autres enfants à se laver eux aussi, les remerciant pour leur gentille attention. Les enfants lui répondent que ce n'est rien, puisqu'il vient littéralement de leur sauver la vie. Puis, il lui propose de passer la nuit avec eux, car la nuit tombe déjà. Light refuse d'abord, ne voulant pas leur imposer sa présence, mais le chef du groupe révèle que sa sœur, Mia, meurt d'envie d'en apprendre davantage sur ses incroyables techniques magiques. Voyant son regard plein d'enthousiasme, Light finit par accepter et s'assoit avec eux autour d'un feu de camp pour partager le dîner. Light raconte alors à Mia que ses parents étaient de brillants mages, tout en ajoutant qu'elle-même possède beaucoup de talent. Elle sourit modestement, affirmant que ses capacités sont loin d'égaler les sorts lancés sans incantation. Son frère s'interroge sur l'intérêt de la magie sans incantation. Alors Mia commence à s'animer en expliquant les 3 classes de la magie. Elle précise que les sorts de classe de combat, comme les flèches de feu, sont destinés à des cibles uniques, tandis que les sorts de classe tactique, comme le mur de flamme, servent à contrôler plusieurs ennemis à la fois. Elle ajoute qu'il existe aussi des sorts de classe stratégique, capables d'avoir un impact à l'échelle mondiale. Cependant, ces sorts globaux sont comparables à des catastrophes naturelles et nécessitent la coopération de plusieurs mages de haut niveau chantant ensemble pour les activer. Elle explique aussi que certaines races, comme les draganutes, les elfes et les démons, possèdent des talents innés leur permettant de lancer des sorts avec facilité. Mais les humains, eux, ne bénéficient pas de tels dons. C'est pourquoi elle considère Light comme un prodige de classe mondiale, capable de lancer des sorts sans réciter la moindre formule, malgré sa nature purement humaine. Gold acquiesce, admiratif de ses connaissances, tandis que Light rit maladroitement. Enfin, une fois que Mia s'est calmée, son frère déclare que, quels que soient ses pouvoirs, Light semble être un homme bon. Pour remonter le moral de sa sœur, il lui dit qu'elle réussira certainement une fois admise à l'école de magie du duché. Tandis que Mia rougit de gêne, Light, lui, devient curieux à propos de ce duché, une nation fondée conjointement par les 9 races. Gold pense également que Mia doit être très talentueuse si elle a réussi à être acceptée dans la meilleure école de magie du monde.
Son frère explique qu'en réalité, même si elle a été admise, elle n'a jamais pu y étudier, car leurs parents, qui payaient les frais de scolarité, sont morts lors d'une épidémie. Ainsi, ils ont dû se débrouiller seuls et ont formé une équipe d'aventuriers avec Jimre et Wurdi afin de gagner leur vie. Malgré tout, il garde espoir. Avec suffisamment d'argent, il pourra un jour envoyer Mia à l'académie du duché pour qu'elle réalise son rêve. Se sentant comme un fardeau, Mia leur demande de ne pas se concentrer uniquement sur elle et de prendre les choses plus à la légère. En voyant ce frère et cette sœur si attentionnés l'un envers l'autre, Light repense à sa propre petite sœur. Convaincu qu'ils réussiront grâce à leur talent, il félicite Mia pour ses dons magiques, mais elle pense qu'il ne fait que la flatter. Il lui assure alors qu'il est sincère, et ses mots lui redonnent un peu de confiance. Peu après, le chef du groupe demande à Light pourquoi il a choisi de devenir aventurier. Light commence alors à raconter ce qui est arrivé à sa famille. Nimumu explique que l'incendie ayant tué la famille de Light l'a laissé avec des marques de brûlure et qu'ils voyagent avec lui pour qu'il puisse recevoir un traitement. Gold ajoute que lui et Nimumu ont un jour reçu de l'aide de la part de la famille de Light et qu'ils l'accompagnent maintenant pour rembourser leurs dettes. Lorsque Light termine son histoire tragique, l'ambiance joyeuse du groupe s'éteint soudainement. Pour détendre l'atmosphère, Jimre demande d'un ton curieux si Nimumu et Gold sont mariés. Nimumu rejette aussitôt l'idée, affirmant qu'il est hors de question qu'elle s'intéresse à un narcissique comme Gold. Ce dernier acquiesce aussitôt, disant qu'il ne pourrait pas non plus l'aimer, puisqu'elle a à la fois le corps et le caractère d'une gamine. Pensant qu'il a une chance, Jimre fait sa déclaration à Nimumu, mais celle-ci lui répond que son cœur appartient déjà à Light. Gold intervient aussitôt, affirmant que ce serait le plus grand gâchis du monde si elle osait salir leur maître. Tous deux continuent de se chamailler bruyamment pendant une bonne partie de la nuit. Pendant ce temps, ailleurs, Kaido abat un monstre d'un seul coup d'épée, et Yanak le félicite pour sa prouesse. Pour l'apaiser, l'elfe noir lui rappelle qu'ils ont besoin des échantillons de ces monstres pour ses recherches sur la rupture de la limite de niveau. Une fois les échantillons prélevés, Yanak estime qu'il est temps de commencer à collecter aussi des échantillons chez les humains. Quelques semaines plus tard, Light revient à la guilde des aventuriers avec une montagne de ressources récoltées dans le donjon. La réceptionniste s'extasie devant la valeur de ces matériaux précieux et Nimumu déclare fièrement que son maître mérite le rang S+ pour de tels exploits. Ignorant l'exubérance de sa servante, Light demande simplement à la réceptionniste de préparer le paiement des matériaux. Celle-ci lui propose alors de patienter en prenant un peu de thé. Sur le chemin du retour, les compagnons de Light remarquent à quel point l'attitude de la guilde a changé à leur égard. Fier de la réputation qu'il a acquise, Light savoure en silence cette reconnaissance lorsque, près de l'entrée du donjon, un groupe d'aventuriers l'interpelle pour lui demander s'il fait partie du Black Motley. Ce nom le déroute, et les aventuriers lui expliquent que les habitants ont donné ce surnom à son groupe. Nimumu se place aussitôt devant eux, soupçonneuse, craignant de mauvaises intentions. Cependant, les aventuriers la rassurent et se présentent. Suvaline et Gilbert. Suvaline veut savoir comment Light a pu descendre aussi profondément dans le donjon et vaincre la mante. Mais Gilbert doute que cette histoire soit vraie. Furieuse, Nimumu pointe sa dague sur sa gorge et lui demande s'il ose traiter son maître de menteur. Pour apaiser la tension, Suvaline explique qu'ils veulent simplement les encourager. Cette explication surprend Light, qui apprend alors que la race humaine a retrouvé espoir en voyant une équipe aussi puissante provenir de ses rangs. Alors qu'il explique cela, le groupe de Suvaline l'appelle à les rejoindre, et il s'éloigne pour faire la queue avec eux. Non loin de là, des aventuriers appartenant à d'autres races se mettent en colère, estimant que les humains sont délirants d'avoir encore de l'espoir. Voyant leur mépris, Nimumu serre les poings, mais Gold déclare calmement qu'ils n'ont qu'à les faire taire par les résultats. Lorsque vient enfin le tour du groupe de Light, ils pénètrent dans le donjon, et Light suggère de se diriger directement vers le 5e étage. Cependant, alors qu'ils volent au-dessus des couloirs, ils aperçoivent le groupe de Mia. Heureux de les revoir, ils descendent pour prendre de leurs nouvelles. Le frère de Mia la pousse gentiment en avant, disant qu'elle a quelque chose à montrer à Light. Hésitante, elle lui tend une crème étrange, expliquant qu'elle l'a fabriquée pour ses brûlures. Elle ajoute qu'elle ne pourra peut-être pas guérir les cicatrices, mais qu'elle apaisera sans doute la douleur. Light réfléchit un instant,
et Mia croit qu'il refuse son cadeau. Cependant, il l'accepte avec un sourire, puis décide de lui rendre l'appareil. Il invoque alors une carte magique qui se transforme en un joli bracelet étincelant. Il le lui offre, mais Mia hésite à l'accepter. Avec un peu d'encouragement, elle finit par le passer à son poignet, ravie de sa beauté, et promet de chérir ce présent pour toujours. Elle remercie Light avec un grand sourire avant que son groupe ne reparte dans les profondeurs du donjon. Plus tard dans la nuit, Nimumu demande à Light s'il a vraiment eu raison d'offrir à Mia un bracelet à souhait de rang SSR. Gold explique que ce bracelet peut réaliser un vœu si son porteur le désire de tout son cœur. Il pense que Light a bien fait de rendre la gentillesse de la jeune fille, et Nimumu comprend alors que tout ne se résume pas à la valeur matérielle. Lorsque le groupe de Light atteint enfin le 5e étage enneigé, il remarque qu'il n'y a presque personne. Gold trouve ce calme parfait pour rester discret, mais Nimumu lui rappelle que son armure dorée étincelante n'aide pas vraiment à passer inaperçu. Se retournant, Light leur rappelle qu'ils doivent traquer les Yétis. Après les avoir laissés à leur mission, il se téléporte chez lui. À son retour, ses 4 fidèles servantes l'accueillent chaleureusement au palais. May l'invite à prendre le thé et lui demande comment se passe son aventure. Il lui dit que tout se passe bien et demande aux servantes où en sont les préparatifs pour la guerre finale. Ellie lui répond qu'elles ont presque terminé, ce qui pousse Light à se demander s'il avait vraiment besoin de rentrer au palais. Il leur ordonne alors d'utiliser toutes les ressources nécessaires et de poursuivre leur mission. Cependant, Nizuna, un peu naïve, lui demande quelle est sa mission spéciale, consciente qu'elle n'est pas assez intelligente pour exécuter un plan complexe. Light lui dit simplement de garder le château jusqu'à ce que son heure vienne. Impatiente, Nizuna presse Ellie d'en finir rapidement avec sa tâche, car elle veut à tout prix participer à la bataille. Alors que les préparatifs touchent à leur fin, Light sirote calmement son thé, rêvant du moment où il pourra anéantir Sasha. Pendant ce temps, le groupe de Suvaline se repose au 3e étage du donjon. Suvaline demande à Gilbert ce qu'il pense des rumeurs circulant sur Light. Gilbert répond qu'il est impossible qu'un humain possède une telle puissance. Mais Suvaline lui rappelle que Mia elle-même a été témoin de sa force et suppose qu'il pourrait être la réincarnation d'un héros légendaire. L'idée qu'un héros humain soit revenu dans ce monde pour conduire leur race vers la victoire leur redonne espoir. Un peu plus tard, Suvaline s'éloigne dans la forêt pour se soulager. À son retour, il appelle Gilbert, mais ne reçoit aucune réponse. En s'approchant, il découvre la tête décapitée de son ami, gisant dans la terre ensanglantée. Sous le choc, il aperçoit Kaido, l'elfe, qui l'attend, irrité de son retard et visiblement responsable du massacre. Suvaline comprend aussitôt qu'il n'a aucune chance face à un adversaire aussi redoutable. Kaido écrase le crâne de Gilbert du talon, espérant provoquer la colère de l'humain. Mais Suvaline reste maître de lui, utilise une grenade fumigène et tente de fuir. En courant, il pense que la fumée masquera sa présence et empêchera l'elfe d'utiliser sa magie. Mais Kaido le repère malgré tout, survolant la zone grâce à un sort de vol et l'abat d'un seul coup, le laissant paralysé de stupeur. Alors que Kaido flotte dans les airs, un coup de bâton surgit soudain et le fait vaciller. Yannak vient d'intervenir. Le sombre elfe réprimande son camarade pour avoir tué tous les humains. Il avait besoin de cobayes vivants pour ses expériences. Kaido rétorque qu'un seul suffira, mais Yannak lui explique que les échecs sont fréquents et qu'il lui en faut davantage. Un rictus malsain se dessine sur son visage tandis qu'il murmure, d'une voix froide, « Les humains ne sont que des vermines inutiles, rien de plus que la matière première de mes